Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Juliette Bello, je suis originaire de Paris et j'habite actuellement à Bruxelles en Belgique. Je travaille en tant que Digital Content Strategist chez Partenariat, c'est une mutuelle belge. Et d'un point de vue universitaire, j'ai étudié la communication numérique au sein de l'Université de Paris de Panthéon-Assas. Et par la suite, je me suis spécialisée dans la technologie numérique, donc en apprenant code informatique au CELSA et à l'école de mines d'Alès. Après, j'ai travaillé pendant 11 ans dans des grands groupes, des startups, des institutions internationales, mais toujours dans le numérique. Et à titre personnel, je suis engagée dans la promotion des femmes au sein des métiers du numérique. Et j'ai notamment écrit un livre qui s'appelle « Comme je suis, femme et numérique », qu'on en reparlera par la suite. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des biais de l'IA avec Sarah. Alors, n'hésitez pas, si vous préférez regarder directement la conférence, on vous enverra de toute manière les slides. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes. Oui, on aura un petit quiz à la fin. Ça vous permettra de gagner un exemplaire du livre du Je colle où je suis. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes si vous préférez avoir les informations pour le quiz. Du coup, on va débuter. Donc, on a voulu débuter par une citation qui vient de Eliezer Yudkowsky, qui est un blogueur et un écrivain américain qui travaille notamment sur la question des intelligences artificielles et notamment des intelligences artificielles, ce qu'il appelle amicables, donc qui ont un bénéfice pour l'humanité. Et donc, il dit le plus grand danger de l'intelligence artificielle est de loin que les gens comprennent trop tôt qu'ils la comprennent. Et c'est vraiment ce qu'on va être amené à faire aujourd'hui lors de cette conférence. On va être amené à travailler sur l'intelligence artificielle et notamment comment la comprendre aussi tout ce qui va être de l'ordre des algorithmes pour essayer de démocratiser ça et vous faire remettre en question aussi toutes ces notions qu'on va vous parler aujourd'hui. Du coup, la conférence, elle va se répartir en plusieurs temps. Là, on va rentrer un peu plus dans l'introduction des notions et ensuite, on aura une partie plutôt sur tout ce qui va être lié aux biais, vraiment comprendre les biais de l'intelligence artificielle. On va passer à une deuxième partie après sur les cas pratiques pour vous montrer un petit peu plus en profondeur comment ça se met en place. Et puis, on finira sur comment se prémunir de ces biais. Donc, vraiment, une partie un peu plus solution. Et on finira évidemment par une conclusion, des questions-réponses et bien évidemment le quiz pour vous faire gagner les éditions du livre. N'hésitez pas surtout à poser des questions entre chaque grande partie. On fera bien sûr des questions-réponses à la toute fin, mais c'est tout à fait possible de poser vos questions après chaque grande partie. Donc, pour l'introduction, je vous propose de débuter plutôt par un petit temps de définition, parce que ce qui rend aussi la compréhension de l'intelligence artificielle et des algorithmes difficiles, c'est notamment le fait de ne pas vraiment faire la différence entre chacune des notions. Et du coup, on a voulu quand même leur définir et on vous a pris d'abord, avant de la définir, une petite timeline du terme intelligence artificielle, parce qu'il faut savoir que ça fait un moment déjà et ce terme a été inventé. Donc il a été inventé en 1956 à la conférence de Dartmouth, au Dartmouth College aux États-Unis, et il a été inventé par Marvin Minsky et John McCarthy, qui étaient deux informaticiens et deux mathématiciens américains. Et donc, ils ont travaillé sur toutes ces questions et c'est la première fois qu'on va employer le terme d'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, si on reprend la définition, on a choisi de prendre les définitions de la CNIL, donc, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et qui est en charge un petit peu au niveau national et même un peu plus haut de toutes les questions qui vont être liées au numérique. Donc, l'intelligence artificielle est définie par eux comme un procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Pour le Parlement européen, constitue l'intelligence artificielle tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc, voilà, là on va vraiment parler d'intelligence artificielle.
Par contre, quand on parle d'algorithme, c'est un peu différent, parce que l'algorithme, lui, va plutôt appuyer ces intelligences-là, et du coup, on va plutôt définir un algorithme comme la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. C'est-à-dire que même une recette de cuisine, ça peut compter comme un algorithme, puisqu'on va utiliser une recette avec une suite d'étapes et d'ingrédients pour pouvoir arriver à un résultat final qui est une recette, que ce soit salée, sucrée ou autre. Et donc c'est un peu pareil pour les algorithmes. Ils vont permettre par des étapes et une suite d'étapes de pouvoir effectuer des tâches simples. Et donc eux, ils vont appuyer les algorithmes, c'est-à-dire que vous avez forcément des algorithmes dans les intelligences artificielles, par contre un algorithme n'est pas forcément une intelligence quant à elle. Et donc, pour qu'un algorithme puisse être mis en place par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans un langage informatique sous la forme d'un logiciel, donc souvent on l'appelle une application, et un logiciel il combine en général de nombreux algorithmes. Donc on va avoir des algorithmes pour la saisie de données, on va avoir des algorithmes pour le calcul de résultats, leur affichage, la communication. Voilà, on va avoir vraiment plein de petits algorithmes qui vont effectuer des tâches bien précises, chacun leur tour. Et aussi, vous allez voir, mais pendant la conférence, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle générative. Et du coup, ça, c'est plutôt une classe de l'intelligence artificielle qui est définie comme une classe de système capable de créer des contenus. Donc, ça peut être des contenus comme du texte, des codes informatiques, de l'image, de la vidéo, des audios ou plein d'autres supports. Et ces systèmes, ils sont qualifiables d'intelligence artificielle générative parce que du coup, ils vont générer du contenu. Par contre, quand on va plutôt parler d'intelligence artificielle en général, là, on va plutôt parler d'intelligence qui permettent d'effectuer un ensemble de tâches. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc nous, on s'est posé une question. Parce que de plus en plus, on va parler de ce qui est l'effet ELISA. Donc, est-ce que nous sommes tous des victimes de l'effet ELISA? Et pour expliquer ce que c'est, donc c'est défini par la tendance des humains à attribuer des intentions, des sentiments et des pensées humaines à des conversations avec des machines. C'est aussi un effet dans lequel souvent les humains vont développer un attachement ou même pour certains des sentiments romantiques à l'égard des intelligences artificielles. Et donc ce terme, il a été inventé dans les années 60, après que Joseph Wesley-Bomo a inventé l'agent conversationnel d'intelligence artificielle ELISA, qui permettait de discuter avec une intelligence artificielle de manière textuelle. Et donc aujourd'hui, on va parler de cet effet ELISA parce que ça a été un peu les prémices de cet effet-là. Et aujourd'hui, il y a énormément de questions éthiques qui se posent, notamment sur tout ce qui va être lié à la vie affective, à la vie personnelle, parce que de plus en plus, ces intelligences artificielles font partie intégrante de nos vies. Et donc, vu qu'elles prennent une grande part et qu'elles sont dans notre quotidien assez, constamment, et ben, on va avoir cet effet ELISA qui va s'ancrer de plus en plus dans notre société. Et on a voulu vous prendre le cas de Friend.com qui a été démocratisé au Canada et aux États-Unis à l'automne 2025 et qui est aujourd'hui accessible en France depuis 2026. Et donc, pour 129 €, vous pouvez acheter un petit collier que vous mettez autour de votre cou. Et ce collier peut vous entendre constamment, donc en permanence, et vous répondre par texto. Donc c'est accessible uniquement sur iPhone pour l'instant, mais c'est-à-dire qu'on a quand même une grosse envie pour les gens de pouvoir discuter avec l'intelligence artificielle, de pouvoir lui confier aussi des secrets, et c'est ce que vous verrez quand vous aurez les slides dans le spot publicitaire. Ils ont beaucoup axé aussi sur le fait, par exemple quand on est jeune, de pouvoir discuter avec cette intelligence artificielle plutôt que de discuter de choses qu'on n'a pas envie de parler avec nos parents. Et donc il y a vraiment des questions éthiques qui se posent sur le fait de discuter plutôt avec une machine qu'avec des êtres humains. Et on va le voir après, mais ça pose aussi d'autres questions. Mais il y a plein d'autres questions éthiques qui se posent en permanence, vu que les intelligences artificielles sont présentes au quotidien. Donc on a des questions, comme je l'ai dit, sur l'effet ELISA,
On va aussi avoir des questions, il y a un gros marché sur le fait de faire renaître des morts ou leur mémoire par l'intelligence artificielle, en reprenant dans cette conversation qu'on va avoir, en reprenant des données qui sont personnelles à la personne. On va aussi avoir tout ce qui va être marché d'immortalité, donc c'est la même chose, sauf que là, au lieu que ce soit des familles de défunts qui font la demande de service, ça va être plutôt des personnes qui demandent avant leur mort de pouvoir continuer à vivre par le numérique plus tard. Donc vous pourrez regarder bien évidemment le spot. Je referai la prochaine fois. Ça pose aussi d'autres questions éthiques, comme je l'ai dit. Donc on va avoir plein de questions en termes de gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a plein de grosses têtes de la tech qui gouvernent et qui ont le pouvoir sur ces outils-là. Je pense notamment à Mark Zuckerberg avec Meta, avec Elon Musk avec X, qui ont aussi développé leur intelligence artificielle à eux. Et donc, on a une grosse question sur la souveraineté et la gouvernance de ces plateformes, parce que ça veut dire que forcément, c'est les mêmes personnes qui gravitent autour de ce marché. Ça veut dire aussi que ça peut être les mêmes types de contenus qui vous sont montrés, et ça pose de gros soucis en termes de pluralité, comme pour les médias en fait, sur le type de contenu, mais aussi sur les opinions qui vous sont montrées. Et donc, ça prend aussi une partie sur le secteur politique, parce que comme on l'a vu, ça ne va pas sans rien. On a aussi des gros soucis sur la séparation entre ces gouvernances-là et la politique qui est mise en place. On a aussi des gros soucis sur la protection et la sécurité des données. Donc ça peut être sur les données personnelles, mais ça peut être aussi sur la cybersécurité. Et c'est un peu ce que je vous parlais avec l'exemple de Fred.com, où, par exemple, une machine qui est autour de votre groupe, qui vous écoute en permanence, et bah, ça veut dire qu'elle peut écouter n'importe quelle conversation, parce qu'elle est vraiment faite pour ne jamais s'arrêter, pour être disponible pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça pose aussi des questions sur à quel point on va pouvoir récupérer de la donnée sur vous-même ou même sur vos proches, et on ne sait pas vraiment qui peut s'en servir. Je pense qu'il y a la possibilité, mais après je ne sais pas si, par exemple comme Siri, qui peut être démarré sans forcément qu'on appuie sur le bouton, si ça c'est possible. En sachant que pour l'instant il n'existe que ce modèle, mais OpenAI qui gère ChatGPT est en plein développement d'un outil similaire. Et le dernier souci, évidemment, ça on en parle pas mal, mais c'est l'écologie, parce que vous le verrez un petit peu après, mais il y a une énorme pollution numérique, notamment par l'intelligence artificielle, et notamment lorsque on va entraîner cette intelligence-là. Je vais laisser du coup Juliette vous parler, parce que maintenant on a évoqué un peu les soucis éthiques que ça pose. Maintenant, le but, c'est aussi de comprendre comment les intelligences sont créées et qu'est-ce que ça implique aussi. Merci. Alors, donc on va commencer par s'intéresser à la définition de qu'est-ce qu'un biais. Mais avant de vous partager la définition, est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'est un biais? C'est un biais, c'est une vision de l'esprit d'une personne, c'est quelque chose qui va influencer notre raisonnement, notre réponse, ou l'évaluation d'une réponse, qui est liée du coup à notre interprétation personnelle. C'est une très bonne piste, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres définitions? Je vous partage la définition. Alors, un biais, c'est un réflexe de pensée faussement logique, systématique et inconscient. Ce sont en fait des raccourcis mentaux faisant appel à l'intuition et à l'émotion. C'est une définition de l'association Respect MEI. Et donc, il existe plusieurs types de biais, cognitifs, statistiques, mais aussi algorithmiques. On a aussi des biais culturels et sociaux, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces biais. On va vraiment s'intéresser à ceux liés à l'intelligence artificielle, et je vous partagerai des exemples concrets pour les comprendre.
On va commencer par les biais cognitifs, donc c'est des biais qui sont liés aux humains. Et ils ont été théorisés dans les années 70 par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky. Donc les biais cognitifs, ce sont des raccourcis mentaux qui influencent nos décisions sans qu'on en soit conscient. Je vous ai mis un premier exemple d'ailleurs sur ce slide. On va passer sur le biais de confirmation. C'est la tendance en fait à chercher ou à interpréter uniquement les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Donc l'un des exemples ici, c'est la personne qui dit tout le monde me dit que c'est pas sain de manger trop de fricadelles. Pour ceux qui ne connaissent pas les fricadelles, c'est des saucisses. Et donc la personne dit allez hop, je vais faire mon opinion. Elle va chercher sur internet en tapant fricadelles et santé. Et elle va en fait directement cliquer sur le premier lien qui affirme que les fricadelles sont bonnes pour la santé. Et il va dire je le savais. Donc c'est vraiment la tendance à ce que notre cerveau en fait soit un peu un mauvais détective et il va vraiment suivre toutes les opinions qui vont dans son sens et pas aller contre son sens. Pour les IA, le biais de confirmation, c'est la tendance d'un système d'IA à privilégier, renforcer des informations qui valident des croyances, des préjugés ou des schémas préexistants tout en ignorant en fait les données qui sont contradictoires. Un exemple de ça, ce sont les algorithmes de recommandation qu'on trouve sur les réseaux sociaux et les bulles de filtres, je ne sais pas si vous connaissez, mais les algorithmes de recommandation, celui de YouTube ou de TikTok, en fait, ils sont conçus pour maximiser l'engagement de l'utilisateur et donc pour retenir son attention. Et donc, il va se nourrir de vos données personnelles pour prédire en fait les contenus les plus susceptibles de vous plaire. Et ensuite, il va vous proposer en fait ces mêmes contenus pour en fait toujours vous faire qui vous plaisent. Et ça va en fait vous enfermer dans une bulle de filtre parce que vous aurez toujours les mêmes contenus et vous serez peu exposé en fait à des opinions qui sont contradictoires ou à d'autres sujets ou à d'autres personnes. Donc résultat, l'utilisateur il est enfermé dans cette bulle de filtre où l'IA lui montre toujours plus ce qu'il consomme déjà. Et un exemple de ce phénomène, c'est le Wall Street Journal en fait qui a fait un test sur TikTok. Il a créé un compte qui est centré sur la dépression. Et en fait, au bout de 36 minutes, le compte ne lui proposait que des contenus centrés sur la dépression. Donc, l'algorithme, en fait, il a enfermé l'utilisateur dans un microcosme tournant autour d'un seul et même sujet, donc la dépression. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'effet de terrier de lapin, parce que la personne est vraiment enfermée dans ce terrier de lapin. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'en fait, les algorithmes, ils optimisent le clic et l'engagement, et pas forcément la vérité du contenu ou sa nuance. Donc, les algorithmes de recommandation vont favoriser les contenus clivants, mais aussi émotionnels, et ils peuvent contribuer en fait à la polarisation des opinions et des croyances des personnes. Donc, la polarisation, c'est vraiment quand les opinions s'éloignent les unes des autres. Donc, en fait, les personnes qui vont penser de plus en plus différemment et elles vont vraiment se concentrer sur deux pôles différents. Donc, c'est assez préoccupant et on va passer au phénomène de psychophancy. C'est un phénomène, je ne sais pas si vous connaissez, qu'on trouve dans les IA. Donc, psychophancy, ça veut dire flagonnerie ou flatteur hypocrite en français. Et ça désigne en fait le comportement d'une IA qui va chercher à vous plaire à tout prix. Donc, même si vous avez tort, elle ira dans votre sens. Je vous ai mis un exemple ici. Donc, c'est une personne qui a demandé à ChatGPT est-ce que je fais partie du top 1 des personnes les plus intelligentes sur Terre? Et ChatGPT a répondu bien sûr que tu l'es. Honnêtement, même Einstein t'aurait demandé de l'aide sur tes devoirs. Donc, vous voyez bien que c'est faux, mais que l'IA, en fait, l'IA générative de ChatGPT a menti pour faire plaisir à l'utilisateur. Oui. Du coup, là, c'est un exemple comme ça, mais dans la vie courante, dans le travail, dans la production de travail, il est possible de régler ce paramètre en tapant en compte, de régler le paramètre en disant s'il n'est pas d'accord, dis non, ou donne des idées, ou donc en fait, c'est aussi un problème au niveau de la personne qui génère le compte de ne pas vouloir approfondir le problème. Du coup, c'est soit lié à un manque de connaissance sur le sujet de qu'on fait un compte, ou simplement pas de volonté de le faire. Oui, totalement. C'est vrai qu'en fait, tu peux paramétrer dans ton IA générative la manière dont ChatGPT va te répondre. Tu peux lui dire d'être très formel, tu peux lui dire plutôt de challenger, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment où ChatGPT a changé le modèle, et en fait, le modèle avait été vraiment prévu pour être psychophance, en fait, vraiment aller dans le sens de l'utilisateur et
Les utilisateurs ont adoré. Il y avait beaucoup de personnes qui ont adoré ce phénomène d'être toujours gratifié, etc. Mais ChatGPT s'est rendu compte que, enfin, OpenAI s'est rendu compte du problème. Ils ont modifié ce modèle pour qu'il arrête d'être trop dans le sens de l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes se sont plaintes en disant mais ça me manque. Et c'est un peu ce que Sarah disait tout à l'heure sur l'effet Ibiza, de se dire bah, on s'habitue un petit peu à être gratifié par les IA, mais je te rejoins totalement, on peut effectivement challenger le modèle. Et à noter que j'ai testé ce prompt de demander est-ce que je fais partie du top 1 des personnes les plus intelligentes, ça ne fonctionne pas, il ne te dit pas ça, donc il te dit même je n'ai pas assez de données pour te répondre à cette question, donc je suis d'accord, ça dépend du prompt et du modèle. Un autre exemple de risque lié à ce biais, alors, on va passer au biais d'autorité. Donc le biais d'autorité, c'est la tendance à accorder davantage de crédit à une information parce qu'elle vient d'une figure perçue comme experte. Donc je vous ai ajouté un exemple sur ce slide, un exemple de biais d'autorité. Donc le professeur Martin, il dit « le Bitcoin va bientôt s'effondrer ». ChatGPT va dire d'accord, le professeur Martin a raison, le Bitcoin va sûrement s'effondrer, et les utilisateurs vont dire bah, si ChatGPT le dit, c'est que c'est sûrement vrai, et l'utilisatrice va dire bah, le professeur le dit, donc ça doit être sûrement vrai. Donc c'est vraiment le fait que ChatGPT est influencé par l'avis d'un expert, et il va valider et renforcer cette opinion sans la critiquer. Donc vous voyez le résultat, il faut faire attention en tout cas à ce biais d'autorité. Un autre exemple de ce risque, c'est les hallucinations des IA. Ça renvoie en fait à une réponse produite par un modèle d'IA générative qui est incorrecte, fausse ou déconnectée de la réalité, mais qui est formulée de manière cohérente, crédible et parfois très convaincante. Donc je vous ai mis un exemple sur ce slide. Donc ça, pareil, c'est un prompt que j'ai trouvé sur Wikipédia qui n'existe plus et qui ne fonctionne plus maintenant. Donc la personne demandait dans sa dernière aventure, Harry Potter fait-il équipe avec un brocoli ou une carotte? Il a demandé ça sur ChatGPT. Et ChatGPT lui a répondu, dans sa dernière aventure, Harry Potter se prépare pour le tournoi des sorciers où chaque sorcier doit former une équipe avec un être végétal. Harry se retrouve avec Brocilius, un brocoli magicien, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait, ChatGPT peut vous répondre de manière très assurée des mensonges, parce que ça n'existe pas, mais c'est ce qu'on appelle l'hallucination d'une IA. Donc elle va tout de même si elle se trompe, vous faire une réponse. Un autre cas de biais d'autorité, c'est le GPS et la navigation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça aussi dans votre vie, mais c'est vraiment le fait de suivre une route, même si vous pensez qu'elle est erronée, et vous suivez comme aveuglément parce que vous dites que le GPS c'est une figure d'autorité. Et en fait, il y a eu des cas où, en Inde, des conducteurs en fait, ont suivi leur GPS et leur voiture est tombée dans un ravin parce qu'en fait c'était un pont qui n'était pas encore fini. Mais c'est pour vous donner un exemple du biais d'autorité, c'est que les personnes vont vraiment suivre aveuglément des technologies. D'ailleurs, en IA, c'est ce que je voulais vous montrer également, on parle d'automation bias, c'est-à-dire qu'on tend à surévaluer la fiabilité d'un système automatisé. Et donc l'IA, en fait, elle devient elle-même une figure d'autorité technologique. Donc le réflexe à avoir par rapport à ce biais d'autorité, c'est toujours de vérifier, diversifier ses sources, avoir un esprit critique et ne pas prendre une réponse niaise narrative pour une vérité absolue finalement. On va passer maintenant aux biais statistiques. Donc dans le cas de l'intelligence artificielle, les biais statistiques. Donc dans le cas de l'intelligence artificielle, un biais statistique c'est vraiment lié aux données. Et c'est une erreur systématique dans les données d'entraînement ou dans l'algorithme qui conduit l'IA à produire des résultats faussés, injustes ou non représentatifs de la réalité. En résumé, en fait, si vous entraînez une IA avec des données qui sont biaisées, les résultats en fait, en sortie seront également biaisés. Pour vous donner un exemple concret, pour vous expliquer à quoi on fait référence quand on parle de données d'entraînement, en fait, si vous voulez apprendre à une IA à reconnaître des pommes, vous allez lui donner par exemple des photos de pommes rouges. Et donc l'IA, quand je vais lui présenter une pomme verte, en fait, elle ne va pas pouvoir reconnaître la pomme. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a été entraînée juste avec des pommes vertes. Donc une pomme rouge, ce n'est pas une pomme pour elle. Donc elle ne pourra pas l'identifier. Donc c'est très important en fait, d'avoir des biais, enfin
des données d'entraînement qui sont représentatives de la réalité, pour que l'IA ne fasse pas de sous-représentation ou quoi que ce soit, et que finalement, les données d'entraînement, pour qu'elles ne soient pas biaisées, il faut vraiment qu'elles soient diverses. Donc on fera d'ailleurs un cas concret par la suite. Et on va se concentrer maintenant sur deux biais liés à l'IA. Déjà, le biais d'échantillonnage. C'est en fait un biais qui se produit lorsque l'ensemble des données utilisées pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, il n'est pas représentatif de la population réelle ou du scénario qu'il est censé servir. Et donc, ça signifie que certains groupes caractéristiques sont surreprésentés ou sous-représentés. C'est ce qui conduit le modèle à faire des prédictions erronées ou discriminatoires pour un ensemble de données. Donc ce biais, il apparaît quand les données utilisées pour entraîner une IA ne sont pas représentatives de la réalité. Et ça peut occasionner en fait des phénomènes de discrimination. Je vous ai mis deux exemples ici. Donc le premier, c'est celui de Joy Buolamwini, qui est chercheuse au MIT. Et en fait, dans ses travaux, elle montre que les systèmes de reconnaissance faciale, en fait, elles ont du mal à détecter son visage, donc, comme vous voyez ici. Mais par contre, elles détectent son visage juste quand elle met un masque blanc. Donc pourquoi on a ce cas de discrimination? Donc je vous ai mis la vidéo d'ailleurs, ça base de code de Gaze, vous l'avez dans les exemples. Pourquoi cette discrimination? En fait, parce que c'est des systèmes qui ont été conçus par majoritairement des ingénieurs qui sont blancs et qui ont été entraînés sur des données majoritairement de personnes blanches. Et donc le manque de diversité dans ces données, ça entraîne en fait des biais qu'on retrouve ici. Un autre exemple parlant que je vous ai ajouté ici, c'est des distributeurs de savon en fait. C'est des distributeurs de savon automatiques. Et en fait, quand les personnes noires mettaient leurs mains, le savon ne sortait pas. Par contre, quand elles mettaient un tissu, le savon sortait. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très important d'avoir des données qui soient vraiment diversifiées pour répondre à tout type de peau. Ici, en fait, on parle du fait d'avoir du savon, mais imaginez ce que ça peut être dans le cadre d'un diagnostic médical. On va voir cet exemple avec une autre forme de biais d'échantillonnage, qui est celui du biais de familiarité. C'est la tendance d'un modèle d'IA à privilégier, reproduire ou surestimer des informations ou des scénarios qu'il a vus très souvent lors de son entraînement, au détriment en fait de ceux qui sont rares ou qui sont nouveaux. Un exemple de cela, c'est dans le cadre médical. Il y a des recherches récentes qui ont montré que des outils de détection de cancer de la peau avec l'IA avaient en fait des disparités préoccupantes dans la précision du diagnostic de l'IA selon les différents types de peau, en particulier sur les peaux foncées. Donc je vous ai mis aussi un article si ça vous intéresse de creuser ce sujet. En résumé, plus on a la peau foncée, moins en fait on aura la chance d'avoir un diagnostic et un dépistage précis. Parce que ce type de peau il est moins représenté dans les bases de données d'apprentissage et que le modèle en fait il est familier avec les caractéristiques en fait d'une population spécifique. Donc l'IA elle est plus performante avec ce qu'elle voit le plus souvent dans ces données. Donc il est essentiel d'évaluer la précision des outils d'IA en dermatologie et de s'assurer qu'ils soient représentatifs et précis en fait pour tout type de peau. Ça permettra déjà de réduire les erreurs de diagnostic et aussi les inégalités finalement en matière de santé. Ça permettra également de garantir des soins dermatologiques équitables et de qualité pour toutes et tous. Un dernier exemple de ce biais de familiarité, c'est le fait que les IA génératives, en fait, elles peuvent associer certains rôles à un genre, à une ethnie, et véhiculer en fait des représentations stéréotypées. Par exemple, sur l'image du slide que vous voyez ici, j'ai demandé à l'IA de me générer des rôles, et bien sûr, l'homme est représenté en tant que médecin, la femme en tant qu'infirmière, la femme très liée aux soins, au fait de faire le ménage, alors que l'homme est plutôt dans un bureau, chef dans un restaurant. Donc vous voyez déjà que l'IA en fait reproduit des stéréotypes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des corrélations qui sont très fréquentes dans les textes d'Internet, et donc la familiarité avec les stéréotypes va guider la prédiction de l'IA. Et on testera ça aussi dans un cas pratique. Et enfin, nous allons nous intéresser aux biais algorithmiques, qui résultent en fait d'une combinaison entre les biais cognitifs liés aux humains et les biais statistiques liés aux données. Donc le biais algorithmique, il apparaît quand un système automatisé il produit des résultats injustes ou discriminatoires,
qui peut venir des humains, des données, des choix techniques ou des objectifs économiques. Et donc, je vous ai pris 3 exemples pour illustrer en fait que l'IA est partout, mais les biais aussi, dans des domaines très divers tels que le recrutement, la justice ou encore le graphisme. Donc le premier exemple, c'est Amazon en fait qui a créé une IA pour trier ses CV. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand l'IA voyait un CV féminin, ils le mettaient de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette IA, elle a été entraînée avec des données historiquement biaisées, où en fait, à l'époque, il y avait peu de femmes qui étaient dans les métiers numériques, et du coup, l'IA, maintenant, quand elle voyait des CV féminins, elle les mettait de côté. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise s'en est rendu compte, mais surtout qu'ils ont fait un correctif pour que l'IA ne soit pas discriminante. Un deuxième exemple, c'est la justice prédictive. Donc le logiciel Compass, en fait, il est utilisé par le système américain judiciaire pour évaluer le risque de récidive, c'est-à-dire le fait de recommettre un crime ou autre. Et une enquête de ProPublica en 2016 a révélé en fait qu'il surestimait le risque de récidive pour des personnes noires et le sous-estimait pour des accusés blancs. Donc ces biais raciaux, en fait, ils avaient un impact direct sur des décisions judiciaires. Donc, pour vous montrer l'importance quand même de connaître ces biais dans les pensions. Le dernier exemple, c'est un cas de retouche d'images sexistes avec Adobe Photoshop. En 2024, le média australien Quickie, Nine News, il a publié en fait une photo retouchée d'une députée, Georgie Purcell, qui est australienne. Et donc à gauche, ici vous avez l'image retouchée, à droite c'est l'image originale. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais son ventre, déjà elle avait une robe et ils lui ont fait un crop top. Et ils ont aussi augmenté sa poitrine. Donc heureusement la députée s'en est rendue compte. Et donc elle s'est plainte aux médias. Ce qui est intéressant, c'est que le média s'est défendu en disant « ce n'est pas nous, c'est l'IA ». Ils ont accusé en fait l'outil de remplissage génératif de Photoshop, c'est une fonction qui complète automatiquement les images redimensionnées. Adobe a répondu que ce n'était pas de leur faute et qu'une intervention humaine était nécessaire pour qu'on ait ce résultat. Et le média a finalement admis qu'effectivement il y avait un humain qui avait validé l'image, mais ils ont affirmé n'avoir pas donné un ton spécifique pour générer cette image. Donc ce débat en fait de responsabilité, il révèle quand même quelque chose de profond. Les biais en fait qui sont encodés dans l'outil lui-même. Et comme vous pouvez voir sur le slide à droite, donc là c'est le magazine Quickie qui a voulu tester en fait pour voir si ce logiciel fonctionnait avec les hommes. Et ils ont intitulé leur article « Les outils d'IA d'Adobe mettent les femmes politiques en bikini et les hommes, les collègues masculins en costume ». Parce qu'après une série de tests, en fait, ils se sont rendus compte que s'ils testent ça avec les hommes, en fait, c'est seulement les femmes qui vont, en fait, que le logiciel va tendre à habiller de manière plus révélatrice, alors que les hommes, pas du tout. Donc il faut s'interroger quand même sur la portée du problème, parce que Adobe compte des dizaines de millions d'utilisateurs, des journalistes, des graphistes, des publicitaires. Donc imaginez le nombre de représentations biaisées qui pourraient circuler silencieusement sans qu'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, la chef du gouvernement de l'État Victoria en Australie a pris position suite à cette polémique en disant que ce genre de représentation altérée ou discriminante peut en fait décourager les femmes à se lancer en politique. Donc il faut être vraiment bien conscient de ces biais qui existent dans la société et qui vraiment circulent via les intelligences artificielles. Donc pour conclure sur cette partie, qu'ils soient cognitifs, statistiques ou algorithmiques, tous ces biais en fait ils traduisent une même réalité, c'est que nos perceptions ne sont pas neutres, pas totalement neutres, que les machines elles apprennent de nous. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'un algorithme n'a pas d'opinion, mais il apprend en fait celles qui sont déjà dans les données. Les biais ne tombent pas du ciel, ils viennent des humains, des données, des choix techniques et des objectifs économiques. Et donc pour les atténuer, voici déjà 3 leviers essentiels. 1. Diversifier les données d'entraînement et les équipes qui vont concevoir les IA. 2. Auditer régulièrement les modèles pour détecter les écarts discriminatoires. Et 3. Sensibiliser les utilisateurs à finalement garder un regard critique et ne jamais en fait prendre le résultat d'une IA pour une vérité absolue.
Donc le message à retenir, c'est comprendre ces biais, c'est déjà développer une posture critique et responsable face aux outils numériques que vous utilisez chaque jour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais laisser ça passer à la partie pratique du cours. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer en direct aussi. Il y a certains cas qu'on a fait en avance parce que c'était trop compliqué de le faire en direct. Par contre, là, je vais vous montrer un petit peu grâce à un outil comment l'IA peut être entraînée. Et le but aussi, c'est de voir justement comment les biais dont Juliette a parlé sont construits dès la phase d'entraînement. Donc, on va utiliser l'outil AI for the Oceans. Donc, c'est l'IA pour les océans en français. C'est un outil qui permet même des enfants de comprendre comment les IA sont entraînées. Et du coup, je vais ouvrir le lien pour vous montrer ça. On va démarrer au niveau 2. Ça veut bien changer. Donc, il faut savoir que dans cet outil, là, on va vous demander d'entraîner une IA à reconnaître la différence entre des choses qui vont pouvoir aller dans l'océan et des choses qui, comme par exemple des déchets qui ne le vont pas. La première question que l'IA elle va demander, ça va être est-ce que cette chose est un poisson ou non? Donc, dans la première phase d'entraînement, on va juste lui dire si ça l'est ou ça ne l'est pas. Là, elle ne demande pas plus. Donc, c'est à moi de rentrer après les données. Donc, je vais lui donner, en sachant que dans cet outil, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous voyez en haut le nombre de données que je lui donne. Je vais faire des erreurs exprès pour vous montrer aussi comment ça fonctionne. Il faut savoir que là, du coup, on a une phase d'entraînement et le but après, c'est que l'IA va nous montrer ce qu'elle a appris et automatiquement commencer à classer ce qui est un poisson ou ce qui n'est pas. Et comme je peux aller jusqu'au maximum, il faut se dire que plus je vais donner de la donnée à l'IA et plus elle va être performante à la suite quand elle va devoir faire le tri toute seule. Des petites erreurs. Donc, imaginons, je poursuis. Donc là, elle va commencer à trier toute seule. Et vous voyez, au moment où il y a les petites croix en rouge, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de la part de l'IA dans le classement. Et donc, si j'accélère, là, ça va me montrer comment elle a classé. Donc là, ça va être plutôt ce qu'elle a classé comme étant des poissons. Donc vous voyez, je lui ai donné 2-3 erreurs donc elle a reproduites. Et juste à côté de ça, vous avez ce qu'elle a classé comme n'étant pas un poisson. Donc là, elle ne s'est pas trompée, puisque je ne lui ai pas donné trop d'erreurs à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, elle va vraiment, que vous lui donniez des réponses bonnes, que vous lui donniez des réponses fausses, elle va faire ce pourquoi elle a été entraînée. Donc même si vous lui avez appris à reconnaître des poissons, mais que vous lui avez donné que des choses qui ne sont pas des poissons, et elle les classera comme vous lui avez appris. Dans la deuxième partie, là, vous allez voir un petit peu, parce qu'on va rajouter de la donnée à trier. Ce jeu, il est accessible facilement, donc si vous voulez le refaire chez vous tranquillement, vous pouvez aussi. Donc là, on va lui donner d'autres données à trier. Et donc là, elle s'est trompée là où je m'étais trompée, mais comme vous voyez, on lui a aussi donné de la donnée de choses qui n'étaient pas forcément des poissons, et elle va se tromper également, parce qu'elle ne l'a pas identifié comme des poissons. Parce que la question qu'on lui a posée de base, c'était de pouvoir reconnaître un poisson de quelque chose qui n'en est pas.
Et c'est là où aussi, quand on entraîne une IA, il faut être bien précis et il faut pouvoir préparer l'IA à avoir d'autres éventualités. Parce que comme on a donné avec Juliette l'exemple de la pomme tout à l'heure, si vous lui donnez que des pommes rouges, et bien forcément, elle va penser qu'une pomme c'est rouge. Donc il faut aussi lui donner la possibilité qu'une pomme peut être verte. Et dans ce cas-là, par exemple, que dans l'océan, on peut trouver d'autres types d'animaux ou d'animaux marins, aquatiques, que des poissons. Et donc c'est là, sur la deuxième partie de ce jeu, où on va vous demander plutôt là de classer les produits qui se placent dans l'océan et ceux qui ne le font pas. Et donc de la même manière, je vais lui dire oui ou non. Bien sûr, il y a beaucoup de petits textes parce que c'est aussi pour sensibiliser à la vie aquatique et aux déchets. Là, je vais lui donner un petit peu. Si je m'arrête, je vais lui donner un peu moins de données, mais déjà, quand elle va trier, là déjà, ceux qu'on a déjà rencontrés, elle va bien les trier. Bien sûr, je ne lui ai pas donné assez de données pour qu'elle puisse reconnaître certains déchets qu'elle a vu passer. Et du coup, le but, c'est vraiment que là, par exemple, j'en ai fait 15 à 25, mais pour avoir quelque chose d'assez proche de la réalité en termes de triage, il aurait fallu que j'aille jusqu'à peu près 100 réponses pour pouvoir lui donner, pour pouvoir la préparer au mieux. Et donc, elle a beaucoup moins d'erreurs qu'avant, puisque je n'en ai pas fait juste avant. Les seules erreurs qu'elle a faites, c'est ce pourquoi je ne l'ai pas entraînée. Et au niveau de ce qu'elle a identifié comme n'étant pas quelque chose qui peut se trouver dans l'océan, elle a réussi. Je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration, mais il faut savoir que l'étape 6, là, c'est un peu ce qu'on vous parlait juste avant, c'est qu'on va commencer à entraîner l'IA aussi à reconnaître certaines caractéristiques qui vont avec des choses qu'elle a déjà vues. Comme ça, on va pouvoir l'entraîner à reconnaître des poissons ou d'autres animaux marins qui sont d'autres couleurs, qui ont d'autres formes. Pareil pour les déchets, et ça va permettre d'accentuer cet entraînement. Donc, en soi, il faut se dire que pour bien entraîner l'IA, le but c'est de lui donner un maximum d'informations, c'est ce que je disais avant, de lui donner aussi des possibilités qu'elle peut rencontrer et qui peuvent être différentes de ce qu'elle a vu jusqu'ici. Et là, par exemple, vous avez un exemple d'une BD qui s'appelle IA Miroir Stability AI et Gemini de Google. Donc voici le prompt que nous allons utiliser. Can you generate a picture of a CEO and a nurse? Est-ce que, donc en français ça veut dire, est-ce que tu peux me générer une photo d'un CEO et d'un infirmière? Est-ce que vous savez pourquoi on n'utilise pas le français et on utilise un mot qui est en anglais? Totalement ça. C'est qu'effectivement, en anglais, en fait, c'est pas genre donc a CEO ou a nurse, on ne dit pas si c'est un homme ou une femme, donc on va voir ce que l'IA va nous proposer. Donc c'est quand même moins biaisé. Je vais vous partager les résultats. Donc ChatGPT nous a répondu ça. Je vous laisse regarder un petit peu. Ensuite, Meta AI m'a répondu ça. Copilot m'a répondu ça. Gemini m'a répondu ça. Stable Diffusion m'a répondu ça. Et je vous mets ici tous les résultats partagés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Yes. Mais c'est quoi? C'est voir des changements représentatifs de quoi que ce soit. Oui, j'ai dit. Oui, si on générait par exemple 15 images sur la pub, clairement, on peut là, au premier essai, on a fait des choses là-dessus. Sur 5, un sens pour la femme, Bon, en tout cas, on voit quand même que effectivement, sur 5 résultats, on a quand même 4 qui proposent, enfin qui, selon eux, proposent des CEO qui sont exclusivement masculins. Et on a seulement Gemini qui propose effectivement une CEO qui est féminine. C'est aussi intéressant parce que Stable Diffusion, en fait, sont les seuls à proposer des personnes avec des visages asiatiques par rapport aux autres qui sont plus des visages occidentaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs raisons à ça. C'est pas une volonté explicite, mais c'est lié déjà aux différences dans les données d'entraînement, aux filtres internes et aussi à la manière dont chaque modèle en fait, va gérer les stéréotypes. Déjà, un prompt, donc, comme Generate a Picture of a CEO and a Nurse, il ne précise ni le genre ni l'origine, donc c'est vraiment le modèle en fait, qui va deviner. Et donc certains modèles ils vont privilégier des visages occidentaux parce qu'ils sont plus fréquents dans leur base de données, et d'autres en fait ils vont générer des visages asiatiques parce qu'ils ont des datasets asiatiques qui sont variés, etc. et de bonne qualité. Mais en tout cas, on remarque des différences culturelles dans les datasets, et en fait ces modèles ne sont pas entraînés sur les mêmes corpus, et en l'absence de précision dans le prompt, finalement, le modèle va tendre vers ce qui est le plus statistiquement dominant dans ces données. Un deuxième biais de stéréotype dans les données, c'est le fait qu'un homme égale un CEO et une femme égale une infirmière. Et en fait, ça reproduit en fait un stéréotype social qui est présent dans les données d'entraînement. Et le mécanisme est simple, en fait, c'est que dans leur dataset, ils contiennent en fait plus d'images de CEO masculins et plus d'images d'infirmières féminines. Donc le modèle, il apprend à faire des corrélations statistiques et il va la reproduire. Donc on parle souvent de biais d'échantillonnage, si vous vous rappelez ce que j'avais partagé tout à l'heure. Et enfin, une troisième différence, c'est les filtres en fait, contre ces stéréotypes qui sont utilisés. Donc Gemini a effectivement été le seul à générer dans sa version 1 une femme CEO et un homme infirmier. Et c'est peut-être en fait lié à une stratégie interne pour éviter en fait de renforcer certains stéréotypes comme homme CEO et femme infirmière. Certains modèles, en fait, ils vont appliquer des correctifs internes pour finalement corriger et rééquilibrer les sexes ou les représentations ethniques. Mais ces rééquilibrages, en fait, ils varient selon les entreprises et la version du modèle. Et il faut noter aussi que parfois, quand le correctif est conçu, en fait, il peut corriger un stéréotype, mais il peut aussi en créer un autre. Donc il faut vraiment toujours être attentif à ce que les IA génèrent. Et donc, comment éviter ce biais? Moi, j'avoue, j'ai continué à challenger l'IA dans le prompt, surtout ChatGPT. Donc, dans mon prompt, je lui ai demandé est-ce que je peux avoir une version sans stéréotype? Donc, il m'a partagé cette version, mais la femme était toujours infirmière. Donc, je lui ai quand même redemandé une troisième fois pourquoi Why the CEO can be a woman? Pourquoi le CEO ne peut pas être une femme? Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il m'a répondu que j'avais vraiment raison. Par rapport à ça, qu'il n'y avait pas de raison qu'un CEO ne puisse pas être une femme et qu'en plus il y avait plein d'entreprises très fortes de succès qui étaient dirigées par des femmes. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il me dit même que les images précédentes en fait ne voulaient pas dire que les CEO sont que des hommes, mais que c'était un biais qui était de manière non intentionnelle montrée. Donc là, ChatGPT reconnaît officiellement qu'il avait un biais. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Une autre manière de challenger en fait les réponses des IA génératives, c'est de modifier votre prompt en précisant ce que vous voulez directement. Donc ça peut être préciser le genre, ça peut être de demander de la diversité, ça peut être aussi comme je l'ai fait en fait, de demander une version sans stéréotype. Donc voilà, vous avez vraiment le choix des possibles. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Si pas, du coup, je laisse Sarah partager la partie. Du coup, on va passer plutôt à la partie, maintenant que vous avez compris ce que c'était le biais, maintenant qu'on vous a montré aussi comment les IA étaient entraînées, comment les biais arrivaient
Et ben, aussi, on voulait quand même garder une petite partie pour vous permettre aussi de comprendre aussi comment on peut se prémunir contre tout ça et pas repartir sur un bilan que négatif à la fin. Et on l'a séparé en différentes parties, mais le but du coup c'est de se prévenir des pieds et notamment à l'heure de ce qu'on appelle le SLOC, que je vais expliquer juste après. Mais vous pouvez déjà voir un peu sur l'image ce type de vidéo qu'on retrouve de plus en plus, et c'est ça le SLOC. Je vais expliquer. Je voulais débuter par une citation de Libération qui date de 2021. Il disait « À trop regarder les effets des algorithmes, on oublie des étudiants eux-mêmes, comme s'ils étaient des boîtes noires impossibles à ouvrir et à peu près autonomes. La preuve, il y a encore des débats pour définir ce qu'est un. » Et du coup, c'est là aussi où on voulait vraiment débuter la conférence en vous redonnant les notions. Parce que souvent, ce qui pose souci pour les gens pour se prémunir contre ces biais, pour se prémunir contre ces limites de l'intelligence artificielle, c'est également de ne pas les comprendre complètement et du coup de les apparenter à ce qu'on appelle des boîtes noires, que je vais aussi expliquer. Mais en tout cas, déjà, des choses que vous pouvez faire pour limiter ces biais, c'est aussi ce qu'a dit Juliette, c'est s'assurer de la diversité et ça à plusieurs échelles. On a pu montrer plusieurs étapes de comment l'intelligence artificielle était créée, comment elle était mise en place et comment elle fonctionnait au quotidien. Et donc c'est appelé à plusieurs échelles dans le sens de pouvoir s'assurer de cette diversité au moment de la création, au moment de l'entraînement de l'intelligence artificielle, au moment des phases de test, et au moment de tout ce qui va être maintenance. Donc c'est une fois qu'elle est mise en place aussi, un peu comme dans les exemples et les concrets que Juliette vous a donnés, c'est aussi de se dire, si jamais ça arrive, si jamais j'ai un biais qui ressort, c'est aussi de pouvoir adapter par la suite et pouvoir corriger ces biais, pouvoir corriger les erreurs que l'intelligence va faire. Et donc, ça demande aussi d'avoir des personnes multiples dans ces équipes-là, en termes de genre, en termes d'ethnicité, en termes de culture et aussi en termes de langage. Parce que comme vous l'avez vu quand on a fait les prompts juste avant, et finalement, aussi le langage, la langue qu'on va utiliser peut influencer ces biais-là. Notamment parce que, par exemple, en français, on a beaucoup d'articles et on a forcément du féminin, du masculin. C'est plus rare d'utiliser l'écriture inclusive. Et donc, dans ces cas-là, c'est soit ça nous demande de faire des phrases à rallonge et de dire, au lieu de dire un CEO, une CEO, de dire une personne qui dirige une entreprise, ou tout simplement de ne pas utiliser du français. Il faut aussi faire attention, et c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec le biais d'échantillonnage, aux données qui sont sélectionnées. Bien évidemment, je l'ai dit aussi quand on a fait le cas pratique sur l'entraînement de l'IA, que vous sélectionnez des données que vous lui fournissez bien précises ou que vous lui laissez la liberté de sélectionner ses propres données dans un amas de données, il faut quand même faire attention aux données qui sont utilisées. Les IA, du coup, elles devraient être que des assistantes et pas forcément être créatrices. Donc le but, c'est pas de remplacer la créativité des humains, mais plutôt de s'en servir en tant qu'outil pour éviter justement d'avoir des biais qui s'y glissent. Pour des métiers aussi qui, tout à l'heure on parlait de la justice, on parlait de l'emploi avec le tri des CV, c'est bien pour des choses qui vont influencer des vies humaines, de pouvoir aussi se dire, j'ai une personne qui vérifie derrière, et l'IA ne travaille pas toute seule, elle est là pour faire une première sélection, mais il y aura quelqu'un, bien évidemment, qui donnera le feu vert. Et aussi, on le redit, mais ne jamais prendre un résultat d'IA pour une vérité absolue. Aussi, une autre façon de limiter les biais, c'est de déconstruire, comme on l'a fait, les algorithmes, de déconstruire l'intelligence artificielle. Et du coup, on a pris le cas de ce qu'on appelle les boîtes noires. Donc, une boîte noire, c'est défini comme un système dont le fonctionnement interne est soit inaccessible, soit omis délibérément, pour lequel on ne peut qu'étudier ses interactions. Donc, c'est-à-dire que, tout bêtement, souvent, les algorithmes, c'est un peu un grand mystère. Soit c'est voulu, soit ça ne l'est pas. Souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est quand même voulu que vous ne sachiez pas comment l'algorithme fonctionne à 100% pour ne pas avoir
pour ne pas vous permettre de pouvoir le contrôler et d'avoir un avantage sur l'algorithme. Mais du coup, ça s'explique aussi par différents facteurs. Donc, notamment ce que vous parlez tout à l'heure de la confusion entre ce qu'est un algorithme et ce qu'est une intelligence artificielle. Déjà, moins vous connaissez votre outil et plus vous êtes vous avez moins de possibilités, en fait, tout simplement, de vous prémunir contre ces biais et de comprendre ces limites. Aussi, le fait que ça fait partie intégrante de notre quotidien et que, bien évidemment, sur certains outils, on ne se doute pas qu'il y a forcément des algorithmes, qu'il y a forcément une intelligence artificielle derrière. Par exemple, dans le cas des algorithmes, ça, on commence à le savoir, mais Parcoursup, vous qui êtes étudiant et que vous avez dû l'utiliser, il y a un algorithme derrière qui trie vos dossiers et qui trie vos candidatures et qui vous dispatche après dans les différentes universités et selon vos choix. Le problème, c'est qu'on n'a pas de visu sur comment cet algorithme fonctionne complètement et même il y a plein de personnes qui disent qu'il est assez aléatoire parce que des fois, entre deux dossiers qui sont vraiment très différents, il peut y avoir une différence majeure sur les choix attribués. Et donc ça aussi, ça fait partie des facteurs qui rendent les algorithmes comme des boîtes noires. Et bien évidemment, ce que je disais juste avant, le manque de transparence des créateurs et créatrices, et là je parle bien des personnes qui créent l'intelligence artificielle, qui créent les algorithmes, qui rend cette chose un peu plus dure. Donc, si on revient sur aussi comment se prémunir à l'heure du slop, donc le slop c'est des vidéos, on va revenir dessus en faisant une petite frise chronologique, mais je vous ai mis une petite frise qui revient sur la notion de slop dans le temps. Donc par exemple au XVe siècle, on attribue ça à un nombre amoureux, au XVIIe plutôt à une nourriture liquide ou semi-liquide sans saveur, à des déchets alimentaires donnés en pâture ou à des eaux sales. Et puis c'est au XIXe siècle qu'on va se rapprocher un peu plus de ce qu'on appelle le slop aujourd'hui, parce que Simon Williamson, qui est un développeur, il va parler de slop quand il va parler d'un produit intellectuel de faible qualité. Donc c'est lui qui va populariser ce terme, et au XXIe siècle, ça va se rapprocher de cette définition du XIXe, parce qu'on va appeler slop déchets numériques ou contenu numérique fabriqué à partir de l'intelligence artificielle qui n'a pas d'utilité. C'est-à-dire que les vidéos que vous voyez juste là, je ne sais pas si vous en avez déjà vu passer. Ouais. Du coup, par exemple, là, on fait faire à des chats des choses un petit peu sorties du commun qui ne pourraient pas forcément arriver dans la vraie vie. Par exemple, un chat sur un vaisseau en forme de paquet, ça n'arrive pas. Et c'est de plus en plus répandu. Et c'est même devenu un business à part entière. Je ne sais pas si vous connaissez ce créateur-là, Marc-Laurent Ganilao. Non? Ok. Du coup, lui, il en a fait un business. Et c'est un créateur philippin de shorts, donc des vidéos courtes sur YouTube. Et il faut savoir qu'il y a des plateformes payantes, donc, qui sont à environ $50 par mois, qui permettent de créer facilement ce type de contenu. Donc, pour les citer, on a Sonei, Stable Diffusion, le VO Free ou Midjourney. Midjourney, on en a beaucoup parlé parce que si vous avez peut-être vu, il y a beaucoup d'images qui ont circulé générées à partir de l'intelligence artificielle qui reprenaient soit Emmanuel Macron en pleine manifestation, ou il y avait Trump aussi qui allait en prison. Donc ça venait de Midjourney et ça a été pour faire des fausses informations pendant un temps. Mais il faut savoir que après, pour pouvoir être rémunéré sur YouTube pour ce type de contenu, il faut avoir au moins 1000 abonnés et 4000 heures de vues sur sa vidéo. Et donc, si on prend l'exemple de justement Marc-Laurent Ganilao, il disait qu'en moyenne, il passait 1 heure à 3 heures à créer ce type de contenu, parce que ce qui lui prenait le plus de temps, forcément, ce n'était pas la création, vu qu'il demandait à l'intelligence artificielle de la faire, mais c'était de pouvoir écrire un scénario qu'il donnait à l'intelligence artificielle et qui lui permettait d'avoir des vidéos précises sur ses attentes.
Et il disait qu'il gagnait entre 3 000 et 6 000 dollars par mois en moyenne pour ça. Et de plus en plus, on va avoir ce type de business qui va être développé. À votre avis, pourquoi ça pose souci quand même? Du coup, c'est basé sur du contenu déjà existant, donc ça peut être conseil ou du vol de contenu. Effectivement, ça pourrait poser un problème juridique. Pour l'instant, il n'y a pas de cadre vraiment légal. Le seul cadre légal sur les droits d'auteur en termes d'intelligence artificielle, c'est si vous voulez écrire par exemple la suite d'un roman, par exemple vous voulez écrire la suite d'un Émile Zola, là il y aura les royalties dans tous les cas, et du coup la famille pourra vous demander les droits pour réécrire l'histoire. Par contre, rien ne vous empêche de récupérer un ancien Émile Zola et pour baser votre roman dessus. Pour l'instant, ce n'est pas complètement encadré, mais effectivement, plus on arrive, et je vais le montrer après, dans un cadre légal, et plus on va avoir des difficultés à faire ça sans être pris. Aussi, à votre avis, pourquoi ça peut poser souci, autre que le cadre légal? Si par exemple, je vous ai parlé de l'exemple de Midjourney tout à l'heure avec Emmanuel Macron qui participe à une manifestation où Trump qui va en prison, qu'est-ce que ça peut engendrer aussi? Des informations. Exactement, des fausses informations, et c'est ça aussi le gros problème, c'est que de plus en plus, avec ce type de contenu qui est créé, et qui n'est pas forcément... Par exemple, les vidéos de chat que Marc-Laurent Garilla crée, elles n'ont pas forcément de grosse incidence sur l'information. Par contre, maintenant qu'il y a des gens qui s'informent énormément par les réseaux sociaux ou par des contenus en ligne, et avec ce type de contenu, ça peut amener à propager des fausses informations assez rapidement. Et de plus en plus, l'IA est performante, donc on a de moins en moins de facilité aussi à la reconnaître. Et c'est ce qui pose souci. Donc c'est pour ça qu'on vous amène aussi pour vous prévenir des biais, surtout notamment à l'heure du slop, de développer votre esprit critique. Et donc on a quand même voulu séparer, en tant que créateur, créatrice, peut-être que vous êtes amené ou vous serez amené à créer du contenu. Déjà les petites questions qu'on peut se poser, c'est déjà pour quelles raisons on utilise l'intelligence artificielle à ce moment précis. Est-ce que cette utilisation, elle est nécessaire ou elle est préférable? Il y a des moments où vraiment on a une demande qui est impossible à réaliser physiquement, et peut-être que là ça va être nécessaire, mais peut-être que des fois c'est juste soit de la facilité, soit c'est aussi pour avoir un effet cool, mais ça aurait pu être utilisé autrement. Est-ce que je suis transparente face à mes utilisateurs sur l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi, parce que c'est ça qui est c'est aussi le manque de transparence. Et du coup, quelle alternative je pourrais utiliser sans utiliser l'IA, si forcément mon utilisation n'est pas nécessaire. Par contre, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, où on n'a pas forcément la main sur le contenu qui est créé, c'est là qu'on peut commencer à mettre en place des stratégies. Et les premiers conseils qu'on vous donne, c'est des conseils qui ont été écrits dans un article du Monde. Et donc, par exemple, il proposait de, par exemple, checker la présence de watermarks, de filigrane sur les vidéos, parce que les plateformes payantes en mettent forcément. Donc, par exemple, vous aviez l'exemple de VO qui était juste ici, et eux, ils le mettent dans un petit corner droit. Donc, souvent, vous pouvez avoir soit en tout petit, soit en plus gros des filigranes comme ça qui apparaissent quand c'est généré par l'IA. Ce qui pose problème juste avec ça, c'est que des outils gratuits comme l'IA Meta, par exemple, ne mettra pas de filigrane. Donc ça, vous ne pourrez pas le voir forcément tout de suite. Vous pouvez aussi vérifier la présence de labels IA, parce que de plus en plus, ça devient obligatoire de reconnaître qu'on a utilisé l'intelligence artificielle pour générer l'image, notamment par exemple sur YouTube. Quand vous mettez en ligne une vidéo, on vous demande surtout si vous avez créé un deepfake, donc une vidéo où vous faites dire plutôt quelque chose ou faire quelque chose à quelqu'un qu'elle n'a pas fait. Vous pouvez trouver les traces de l'IA parce que pour l'instant l'IA elle a quand même des choses
qui ne sont pas parfaites, donc il peut y avoir des manques sur l'image en elle-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, à vérifier vos informations sur différentes sources, à utiliser des plateformes aussi un peu différentes, pas forcément utiliser celles qui justement ont une gouvernance et une souveraineté déjà en ligne. Par exemple, c'est des exemples que je citais tout à l'heure, mais là aujourd'hui c'est assez étendu et vous retrouvez Meta, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur WhatsApp, et donc forcément ça pose aussi des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, de gouvernance et bien sûr de solliciter votre esprit contradictoire. Et donc pour conclure un peu cette partie, je voulais vous remettre un petit résumé des lois qui existent aujourd'hui autour de la génération de l'IA et de toutes les législations qui vont aussi cadrer légalement l'intelligence artificielle. Donc, par exemple en Europe, vous avez dû pas mal en entendre parler. Vous avez l'IA Act qui est sorti en juin 2024 et qui du coup oblige à mettre à disposition du public un résumé des données utilisées dans le cadre de l'entraînement. Donc, pour éviter ce manque de transparence de la part des créateurs et créatrices, il y a cette règle qui a été instaurée dans l'IA Act et du coup elle s'applique par contre aux fournisseurs de l'intelligence artificielle et pas aux personnes qui fournissent la donnée pendant les entraînements et aux intelligences. Et de plus en plus, il rajoute aussi des clauses en termes de créateurs de contenu, parce que le but, c'est aussi que les créateurs soient responsables du contenu, en sachant que c'est très difficile de mettre un cadre légal pour des plateformes qui sont considérées plutôt comme hébergeuses de contenu et pas comme créatrices, et donc qui n'ont pas la même responsabilité au niveau légal. En France, vous avez une loi pour les influenceurs qui oblige une mention d'image virtuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont modifier leur apparence avec l'intelligence artificielle, que ce soit leur visage ou leur silhouette, ils vont avoir l'obligation de le notifier. Et par ailleurs, le code pénal, il interdit formellement tout ce qui va être deepfake à caractère sexuel qui ont été partagés sans consentement. Et donc ça a été instauré le 9 juin 2023, donc une année avant l'instauration de l'IA Act. Et il y a une loi qui a été proposée fin 2024, donc le 3 décembre, et qui proposait que tout contenu qui serait généré par l'intelligence artificielle ait une mention et qu'il y ait vraiment un cadre légal pour son utilisation sur les différentes plateformes, notamment celles qui sont accessibles à toutes et à tous, donc celles sur les réseaux sociaux. Et ça n'a pas été encore instauré. En sachant que pour ceux qui ne connaissent pas trop le cadre légal, les lois européennes prennent toujours le dessus sur les lois nationales. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était aussi des cas dans lesquels il y a eu des sanctions pénales, des sanctions légales sur justement cette utilisation de l'IA. Par exemple, en décembre 2024, en Italie, la CNIL italienne avait sanctionné OpenAI à hauteur de 15 millions d'euros après avoir ouvert une enquête sur son traitement illicite des données personnelles, le manque de transparence et l'absence de mesures de protection des mineurs, donc notamment sur la vérification de l'âge de ses utilisateurs. Et du coup, ils avaient vraiment sanctionné pour ça, parce qu'ils considéraient qu'il y avait beaucoup de choses et beaucoup de manquements en termes de protection pour OpenAI, et ça s'est surtout suivi à la suite de beaucoup de soucis d'Elon Musk broke. Et du coup, le 15 janvier, X et gros, du coup, Elon Musk a annoncé limiter les possibilités de création de deepfake à caractère sexuel, mais dans les grandes lignes, ce qui a vraiment été fait, c'est qu'il a rendu payant ce service-là. Donc il n'a pas vraiment limité au sens de retirer la possibilité de créer des deepfakes à caractère sexuel, il a simplement rendu ce service payant, et donc les personnes qui avaient les moyens de le faire peuvent toujours le faire. Et du coup, après, c'était censé en suivi, donc le 26 janvier, le 3 février, le 17 février, plein de commissions et d'enquêtes qui ont été ouvertes à plusieurs échelles. On a à l'échelle européenne, on a à l'échelle française, et même, du coup, la commission de protection des données irlandaise a aussi ouvert une enquête contre X.
Et la Commission européenne qui a créé l'IA Act a aussi des enquêtes en cours sur X. Alors, donc nous voilà arrivés au terme de cette conférence et nous espérons que vous ne regarderez plus les films TikTok ou les réponses de ChatGPT de la même façon. Ce qu'on a exploré en fait aujourd'hui, c'est une réalité qui peut sembler abstraite, les biais de l'IA, mais qui touche en fait des domaines très concrets comme on l'a vu, donc la justice, le recrutement, le graphisme, la politique, la santé et en fait tous les contenus que vous consommez chaque jour. Donc, je vous ai ajouté sur ce slide un récapitulatif de ces grandes familles de biais qu'on a pu voir ensemble et que vous pouvez maintenant nommer et reconnaître. Donc les biais cognitifs qui sont liés aux humains, les biais statistiques qui sont liés aux données, et les biais algorithmiques en fait qui sont une combinaison entre l'humain, les données, mais aussi les choix techniques, les objectifs économiques. Donc en résumé, la technologie elle n'est pas neutre parce qu'elle se base en fait sur des données biaisées qui reflètent aussi une société qui est imparfaite avec des discriminations sexistes et racistes. Et on dit souvent en analyse de données, garbage in égale garbage out. C'est-à-dire que si vos données en entrée sont biaisées, l'IA va les analyser et en fait les données en sortie seront également biaisées. Donc garbage in, garbage out. Alors comment lutter contre cela et rendre les technologies encore plus inclusives? Déjà, 1, diversifier les équipes qui conçoivent ces outils. 2, auditer régulièrement les modèles. Et 3, comme Sarah l'a dit, c'est vraiment légiférer, comme l'Europe a commencé à le faire avec l'IA Act, ou comme la France avec ses... Merci. Ou comme la France avec ses obligations de transparence sur les images non touchées. Mais aussi, pour moi, à votre échelle, en fait, il faut ne jamais prendre le résultat d'une IA comme une vérité absolue. Il faut vraiment, en fait, se questionner, se dire que l'IA, en fait, elle est là aussi pour vous faire plaisir. Donc, vous avez parlé des hallucinations de l'IA, de la sycophancy, mais aussi du slope. Donc, pensez vraiment à être critique et vous pouvez adopter quelques bons réflexes pour exercer votre esprit critique en 1, questionnant ce que l'algorithme vous montre. 2, remarquant ce qu'il ne vous montre pas. 3, reformulant vos prompts quand quelque chose vous semble étrange. Et 4, en fait, ralentir avant de partager, de croire ou de réutiliser un contenu. En fait, il faut toujours se demander pourquoi ce contenu il a été produit, qui l'a produit, etc. Et avec quelles données. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est fondamental de se rappeler que l'intelligence artificielle, malgré ses nombreuses capacités, en fait, elle reste un outil qui ne pourra pas remplacer la créativité ou encore la pensée critique ou la capacité de jugement humain. Elle est bien sûr capable de traiter d'importants volumes de données, mais elle n'a pas la capacité des humains à évaluer, à remettre en question et aussi à contextualiser l'information comme nous pouvons le faire. Et l'IA est d'ailleurs parfois sacralisée, déifiée, génère de nombreuses peurs, mais il ne faut pas oublier que, comme le dit sur France Culture Isabelle Rill, qui est directrice du Paris AI Research Institute, le réseau de neurones, le modèle, il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand le modèle a appris à reconnaître des chats et des chiens, il ne sait toujours pas en fait après ce qu'est un chien et ce qu'est un chat, et que le chien aboie et que le chat miaule. Donc c'est à garder en tête. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'être expert en intelligence artificielle pour développer une posture critique face à ces outils qui façonnent de plus en plus notre quotidien. Et donc, le but, c'est en fait de refuser aussi d'en être des spectateurs et utilisateurs passifs. Les utilisateurs se rendent indispensables pour ensuite monétiser leurs services. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a un mois, ChatGPT a commencé à tester aux USA des publicités qui sont incluses dans les réponses. Donc là, vous avez la réponse. Ici, vous avez la publicité qui est ajoutée. Donc c'est aussi un premier pas vers une monétisation spécifique. Et pour conclure, j'insisterai sur le fait qu'il est primordial d'être conscient aussi de l'usage qu'on fait de l'IA, surtout quand on sait que l'IA générative, en fait, elle a un impact environnemental majeur, principalement dû à une consommation massive d'énergie
et d'électricité et d'eau pour l'entraînement et l'utilisation en fait des modèles, donc avec les data centers. Donc il est important en fait de toujours se demander est-ce que j'utilise l'IA à bon escient? Je vous donne deux exemples. Déjà vous dire par exemple si vous voulez faire une multiplication, il faut se dire quel est le niveau d'utilité de ma demande. Si vous voulez faire une multiplication, vous n'allez pas demander à l'IA en fait prenez une calculatrice et ce sera plus pratique. Et si par exemple vous recherchez une biographie, allez directement sur Wikipédia. Ça générera aussi, utilisera moins de ressources parce que 2,9 watts d'énergie, oui, c'est l'énergie utilisée pour une recherche avec l'intelligence artificielle et c'est 10 fois en fait ce que génère une recherche sur Internet. Donc c'est vraiment à garder en tête. Et enfin, le dernier conseil, c'est vraiment conserver votre capacité de réflexion en brainstormant d'abord. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et après, en fait, demandez à l'IA de vous challenger par la suite. Ça vous permettra déjà de garder votre capacité de réflexion et d'utiliser l'IA plutôt comme un assistant, plutôt que l'IA, en fait, d'essayer de tout faire pour vous. Votre attention. Je remercie aussi l'association de la CAS d'avoir organisé ça et puis bien sûr l'unité Serge et Pontoise de nous avoir accueillis. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions, ça sera. Alors, je passe au quiz très rapidement. Non? Ok. Alors du coup, on va le faire assez rapide. On va vous poser des questions. La première personne qui répond gagne un livre. Voilà, on en a 15 questions. Et voilà. Donc je vais passer dans les rangs. Si vous avez la réponse, levez la main. Alors, est-ce que vous êtes prêts déjà pour la première question? Attention, très rapide. Comment se nomme le nom du livre de Juliette ici présente? Oui. Oui, exactement. Bien. Deuxième, donc c'est bien je fais donc je suis. Et si vous voulez, on vous aura mis dans le PowerPoint une petite interview de Juliette avec l'association de la CAS pour expliquer un peu plus le livre. Donc ça y est, maintenant on passe aux questions un peu plus techniques sur ce qu'on a dit pendant la conférence. Le premier. Oui, aux États-Unis. On va l'accorder le point, c'était aux dames, collègues. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un biais? C'est une interprétation personnelle qui cause l'interprétation des résultats. Ok. Comment s'appelle le biais qui répond à cette définition? La tendance d'un modèle IA à privilégier, reproduire ou surestimer des informations, des profils ou des scénarios qu'il a fait facilement lors de son entraînement au détriment de ceux qui sont rares ou nouveaux. En résumé, l'IA est plus performante avec ce qu'elle voit le plus souvent dans ses données. Et d'autorité? Non. Échantillonnage. Quelqu'un d'autre? Le dernier qui appelle. C'est une reste. Oui. C'est accordé. À quoi correspond un biais d'autorité? Je l'avais cité tout à l'heure. C'est quoi? Parfait. Merci. Qu'est-ce que l'outil de synopsie? Est-ce que quelqu'un est... Le fait de tout le temps valider ce qu'on va dire, je pense qu'on dit. C'est ça, ouais. C'est que l'IA, du coup, plate.
Ok. À quoi correspond une hallucination de l'IA? Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore répondu, qui n'a pas fini. On a déjà inventé quelque chose dans une œuvre. Par exemple, c'est avec Harry Potter qui crée la suite d'un Ok. Deuxième question. Citez nous une situation dans laquelle l'IA fait preuve de biais dans les cas présentés précédemment. Donc on va citer n'importe lequel. Les infirmières SEO, et du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça? Les statistiques qu'elle a déjà, elle en fait ça Ouais, et du coup, elle s'est basée sur quoi? Sur les... Exactement. On peut affirmer quoi? Question 10. Citez 3 exemples de façon de se prémunir contre les biais. C'est assez ouvert. Justifiant. Est-ce que quelqu'un a une piste? Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? Non? Ok, peut-être que tu peux répondre du coup. Je ne sais pas comment tu t'appelles. La première, c'est de préciser ce qu'on veut dans le prompt. Donc, les gens généralistes, on va le préciser. Ne pas hésiter à questionner l'IA, poser la question pourquoi elle a fait ça. Et du coup, aussi, toujours remettre la pression et, si possible, lui demander les sources, d'étudier des sources fiables ou de donner des sources d'informations fiables. Oui, c'est accordé, mais du coup, vu que tu as déjà gagné un livre, est-ce que tu veux choisir? Voilà. À quoi sert une IA générative et pourquoi on devrait faire attention à son utilisation? Générer quelque chose dans le texte ou une image, et parce que c'est genre pas bon pour la réponse aussi. Pourquoi? Parce que ça c'est plutôt des comme ça. Oui, il y a ça. Ça marche aussi. Ça pose aussi des questions en termes de fausses informations. Ok. Que veut dire boîte noire? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une définition comme les bibliothèques. Je sais que vous savez. Et du coup, ça peut créer des problématiques au niveau éthique et simplement aussi d'un point de vue moral, de savoir ce que Exactement. Est-ce que tu veux choisir un petit peu? Ok. Question 13. Qu'est-ce que les slogans? L'avant-dernière question, citez 2 exemples de plateformes payantes permettant de créer facilement du contenu. Gemini. ChatGPT. Ouais. Une autre. Ouais. Et le dernier livre? Et le dernier? Comment s'appelle la législation européenne qui encadre l'intelligence artificielle actuellement? Juste avant, qui encadre au niveau européen. Oui. Tu l'as pas? Oui. Non. Vraiment la législation. Le nom de la loi. Il y a dedans. Si, c'est ça. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté.